Pendant près de 45 ans, le monde a retenu son souffle, au bord de l'apocalypse. C'est ça, la guerre froide. Une histoire incroyable, une confrontation géante entre deux superpuissances. Elles ne se sont jamais battues directement, et pourtant, elles ont complètement redessiné la carte du monde. D'ailleurs, leur héritage pèse encore aujourd'hui. Allez, on va décrypter ensemble ce face-à-face qui a absolument tout changé. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on verra comment le monde s'est divisé en deux. Ensuite, on zoome sur un point chaud, la crise de Berlin. Puis, on décortiquera les règles un peu spéciales de cet affrontement. On verra comment on est passé de la crise au dialogue, et enfin, on assistera à la chute spectaculaire de l'Empire soviétique. C'est parti! Ok, première étape, un monde divisé. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait croire que c'est la paix, mais pas du tout. L'encre des traités est à peine sèche que l'alliance entre les vainqueurs explose littéralement. Fini la coopération, place à une méfiance totale. Et là, un conflit idéologique profond s'installe. Un conflit qui va, ni plus ni moins, couper le monde en deux. Et pour décrire cette situation, il y a une phrase qui va marquer les esprits. C'est Winston Churchill qui la prononce en 1946. Il dit « Un rideau de fer s'est abattu sur le continent ». C'est une image incroyablement puissante. C'est bien plus qu'une métaphore, c'est la description parfaite de la réalité. Une Europe coupée en deux, fracturée. Pas juste par des frontières, mais par des visions du monde qui ne peuvent plus se parler. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. Voilà à quoi ressemble concrètement cette fracture. Tout ce qui est en rouge, c'est le bloc de l'Est, sous la coupe de l'URSS socialiste. Et en bleu, le bloc de l'Ouest, avec à sa tête les États-Unis capitalistes. C'est ça, le nouveau visage de l'Europe et du monde. Un monde bipolaire. Mais au fond, qu'est-ce qui les oppose à ce point? Eh bien, tout. Ce sont deux systèmes, deux mondes qui se font face. D'un côté, à l'Est, on a le modèle socialiste de l'URSS, économie contrôlée par l'État, un seul parti au pouvoir. De l'autre côté, à l'Ouest, le modèle capitaliste des États-Unis, démocratie, liberté d'entreprendre, économie de marché. C'est vraiment le choc frontal de ces deux visions qui va être le moteur de toute la guerre froide. Bon, toute cette tension, cette opposition idéologique, ça ne pouvait pas rester que des mots. Très vite, ça va devenir très concret. Et le premier test, le premier vrai point de friction, ça va se passer dans une ville qui est elle-même un symbole de cette division, Berlin. Alors, comment cette crise s'est-elle déroulée? C'est une vraie partie de poker. D'abord, le contexte. Les Occidentaux décident de fusionner leurs zones d'occupation. Staline voit ça d'un très mauvais œil. Sa réaction, elle est radicale. En juin 1948, il bloque tout. Il coupe tous les accès terrestres à Berlin-Ouest. C'est le blocus. La riposte des Occidentaux, c'est un coup de génie, un pari fou. Ils vont ravitailler la ville par les airs. C'est le fameux pont aérien. Au final, Staline doit reculer. C'est un échec pour lui. Mais la conséquence est énorme. L'Allemagne va être coupée en deux, officiellement. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, ce pont aérien, le chiffre est juste dingue. 2,5 millions de tonnes. C'est le poids total de tout ce que les Alliés ont livré par avion pendant 322 jours. Un avion qui atterrissait toutes les quelques minutes. C'est un effort logistique absolument monumental, du jamais vu. Et derrière les chiffres, derrière la grande histoire, il y a les gens. Cette image est poignante. On oublie parfois que la géopolitique a un visage humain. Là, c'est la survie de plus de 2 millions de Berlinois qui était en jeu. Imaginez, être prisonnier dans sa propre ville et avoir comme seul espoir ces avions dans le ciel. Au final, le blocus est un échec pour Staline, mais il a une conséquence qui, elle, va durer des décennies. La division de l'Allemagne devient officielle. En 1949, on a la naissance de deux pays. À l'ouest, la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et à l'est, la RDA, la République démocratique allemande. Ça y est, la fracture est maintenant bien réelle, gravée dans le marbre et sur les cartes. Ok, cette crise de Berlin elle a vraiment posé les bases. On a compris que cette confrontation serait différente, avec ses propres règles, son propre langage. Pour comprendre la suite, il faut absolument connaître quelques mots de vocabulaire clés de cette nouvelle guerre. Le premier mot à connaître, c'est le containment. En français, on pourrait dire l'endiguement. C'est vraiment la doctrine des États-Unis. Leur but, c'est simple, empêcher le communisme de s'étendre. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Des alliances militaires, de l'aide économique aux pays menacés, ou même des interventions plus discrètes. Deuxième concept, et celui-là fait froid dans le dos, l'équilibre de la terreur. Le truc, c'est que les deux camps ont la bombe atomique. Du coup, une guerre frontale devient juste impossible. Pourquoi? Parce que si l'un attaque, l'autre réplique, et au final, tout le monde est anéanti. C'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. C'est une paix complètement folle, basée sur la peur. Personne n'ose être le premier à appuyer sur le bouton. Et enfin, troisième mot, la détente. Parce qu'à force de jouer avec le feu, notamment avec la crise des missiles de Cuba où on a frôlé la catastrophe, les deux grands ont compris qu'il fallait calmer le jeu. Donc à partir des années 70, on entre dans une phase de dialogue.
On discute, on essaie de limiter cette course folle aux armements, bref, on tente de faire baisser la pression. Maintenant qu'on a ces mots en tête, on peut regarder comment tout ça s'est joué sur le terrain au fil du temps. Parce que la guerre froide, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est plutôt des montagnes russes, avec des moments de tension extrême et des périodes où ça se calme un peu. Cette chronologie, elle illustre parfaitement ces montagnes russes. D'un côté, la tension qui monte. L'URSS crée sa propre alliance militaire, le pacte de Varsovie, le mur de Berlin est construit. Et puis le point de non-retour, la crise des missiles de Cuba en 62, où le monde a vraiment cru à sa fin. Et de l'autre côté, on essaie de calmer les choses, comme avec les accords SALT pour limiter les armes nucléaires. Et puis paf, la tension remonte en flèche avec l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. C'est un équilibre super fragile tout le temps. Et après toutes ces décennies de face à face, on arrive à la fin. Et cette fin, personne ne l'avait vue venir. Elle va être incroyablement rapide et totalement inattendue. On passe maintenant au dernier acte, l'effondrement spectaculaire de l'Empire soviétique. Le point de départ de cette fin, c'est 1985. Un nouvel homme arrive au pouvoir à Moscou, Mikhail Gorbatchev. Et là, tout s'accélère à une vitesse folle. En à peine 4 ans, en novembre 89, c'est l'impensable. Le mur de Berlin, le symbole même de la division, tombe. Et à peine 2 ans plus tard, en 1991, c'est l'URSS elle-même qui disparaît de la carte. C'est tout un monde qui s'écroule. Mais alors comment un empire aussi puissant a-t-il pu s'effondrer si vite? La réponse tient en 2 mots russes lancés par Gorbatchev. D'abord la perestroïka pour restructurer l'économie, et ensuite la glasnost pour plus de transparence, de liberté d'expression. Le plus fou dans tout ça, c'est que Gorbatchev a lancé ses réformes pour sauver le système, mais en fait il a ouvert la boîte de Pandore. Ça a libéré des énergies, des envies de liberté et d'indépendance qui sont devenues incontrôlables et qui ont tout balayé. Donc en 1991, avec la fin de l'URSS, on déclare officiellement la fin de la guerre froide. Victoire, rideau. Mais est-ce si simple? Ça nous laisse avec une question essentielle pour comprendre notre monde actuel. Oui, un empire est tombé. Oui, ce monde divisé en 2 a disparu. Mais est-ce que les tensions, cette logique de bloc, ces rivalités, est-ce que tout ça a vraiment disparu avec lui? C'est une question qui mérite d'être posée.